Bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinar. Bilal, bienvenue. Ravi de faire ce live avec toi. Salut Karen, toujours un plaisir. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Top. Du coup, on a le plaisir aujourd'hui donc de vous présenter la nouvelle offre qu'on lance entre Doors et Pirates Labs, Venture Clienting. On ira un peu plus dans le détail juste après. Mais pour démarrer, on va se présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, Karen Jouve, moi je suis la CEO et cofondatrice de Doors. On est aujourd'hui l'acteur leader qui accompagne des corporates, donc des grands groupes et des marques, dans leurs projets d'innovation en utilisant les nouvelles technologies, évidemment le Web3, mais aussi les mondes immersifs et l'IA. Et on a le plaisir de faire cette collaboration avec Pirates. Bilal, je te laisse te présenter. Ouais, merci Karen. Moi, je suis entrepreneur depuis 7 ans. J'ai créé Pirates Lab. On est un écosystème dédié aux startups. On a un fonds d'investissement, un accélérateur de startups, une école aussi qui permet de fournir différents bootcamps certifiants sur des thématiques spécialisées. Tout ça dans l'objectif de faciliter le sourcing de talents pour les entrepreneurs, de financer des entrepreneurs, d'aider à se développer des nouvelles technologies qui impactent les grands groupes, comme on va en parler aujourd'hui, et plus largement. Top, merci Bilal. On est vraiment ravis de tous vous recevoir. On a souhaité ouvrir au plus grand nombre cet événement parce qu'on avait beaucoup de demandes. Donc on est ravis de voir l'engouement autour du lancement de cette nouvelle offre. Alors pour rapidement introduire un petit peu le sujet avant de rentrer finalement dans le détail de ce qu'on souhaite amener avec cette offre, il faut un petit peu revenir au trilemme aujourd'hui de l'innovation dans l'univers des marques, des grands groupes, des corporates où on voit qu'il y a un vrai enjeu et des vrais défis qui se créent entre d'un côté l'innovation, de l'autre l'investissement et bien sûr au milieu de tout ça les enjeux des corporates qui ont une nécessité de répondre à des enjeux business, à potentiellement des enjeux aussi macroéconomiques et évidemment à des enjeux de rentabilité et de durabilité. Au milieu de tout ça, avec l'expérience de Pirates Labs et de Doors, donc à la fois dans l'écosystème des startups, mais aussi la très bonne connaissance des corporates, on a vite fait le constat qu'il y avait de vrais challenges aujourd'hui dès lors qu'on parle d'innovation. Pour mettre un peu les pieds dans le plat, hein, c'est facile entre guillemets d'innover en faisant du test and learn, en testant des premiers POC. Ça devient plus compliqué dès lors qu'on parle de vraies problématiques métiers ou business de pouvoir aller capter tout ce que les technologies portées par les startups ont à offrir aux corporates et de trouver les bons business models pour déployer ces projets à long terme et créer vraiment un ROI avec un fort impact. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que souvent, il y a une vraie différence entre l'innovation qui peut être portée, amenée en interne et l'innovation qui peut venir finalement de l'univers des startups. Et d'ailleurs, concernant l'offre Venture Clienting et ce qu'on adresse aujourd'hui, on s'adresse à toutes les technologies, pas seulement la partie Web3 sur laquelle on y connaît parfaitement côté Pirates et Doors, mais aussi toutes les technologies qui sont embarquées. On parle de quantum, on parle de robotique, on va parler évidemment d'immersif, de blockchain, d'intelligence artificielle. Ce qu'on voit aussi comme autre challenge et défi au sein des corpos, c'est vraiment la notion de financement et d'investissement. Dès lors qu'il faut se positionner sur ces innovations, on va chercher évidemment de la rentabilité et se pose la question de l'investissement, du financement de ces opérations. On y apporte là des réponses, hein, on y reviendra avec Bilal plus en détail. Et on voit qu'il y a souvent une différence entre le fait d'aller payer finalement de la simple prestation de service pour faire des POC ou d'aller vraiment investir dans des technologies de rupture qui vont vous permettre de discuter et de générer des résultats. Et enfin, il y a souvent un vrai enjeu de pouvoir identifier les bonnes solutions, les bonnes technologies pour répondre à vos enjeux business et à des vraies problématiques métiers. Et donc là-dessus aussi, on y répondra avec vraiment une réponse très précise et l'apport de deux expertises qui sont complémentaires. Donc notre volonté aujourd'hui avec cette offre Venture Clienting, c'est vraiment de répondre à ce trilemme et d'être capable de faire converger ensemble la notion d'innovation, la notion d'investissement et l'intérêt des corpos avec vraiment de la deep innovation au milieu pour construire une vraie valeur ajoutée et être capable vraiment d'innover et de se donner les moyens d'être audacieux.
sans plus tarder, après ce teasing, Bilal, je te laisse peut-être introduire l'offre Venture Clienting qu'on lance aujourd'hui. Et puis on reviendra ensemble sur quelques cas d'usage concrets pour terminer. Et évidemment, pour tous nos auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. On pourra y répondre à la fin. Bilal, la scène est à toi. Yep, thanks. J'essaie de mettre en plein écran. Je ne m'attendais pas. Voilà, activer le mode plein écran. Ok, super. Merci Karen pour ton introduction. Je vais la compléter très rapidement aussi pour donner peut-être plus le point de vue des startups. D'un point de vue macro, en fait, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que bon, on le vit tous les jours, mais on est, d'un point de vue macro, la situation financière n'est pas dans une situation exaltante, ce qui fait que, en fait, il y a beaucoup moins d'investissements dans les startups. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les investisseurs cherchent beaucoup plus auprès des startups de la profitabilité rapide, claire, avec une trajectoire qui est bien définie. Et cette contraction, cette complexité qui frappe le marché font que les startups se retournent vers les corpos, non pas pour être des investisseurs, mais plutôt pour être des partenaires. Pourquoi c'est important pour eux? Parce que là où avant, les startups essayaient de s'éloigner des corpos parce qu'il y a des temps longs de cycle de vente, là aujourd'hui, le corpo est un partenaire stratégique absolument non négligeable et prioritaire pour les startups. Et en fait, ce qu'on a remarqué des partenariats entre les grands groupes et les startups, c'est qu'il était très biaisé parce que c'était très souvent la startup qui allait voir le grand groupe et qui essayait de le convaincre que son use case, le use case de la startup, était pertinent pour le grand groupe. Et ça crée deux problématiques pour le grand groupe. Le premier, ça ne répond pas forcément à un problème en interne, ou du moins, il n'a pas commencé par prédéfinir le problème. Du coup, il y a des faibles chances de matching entre la startup et le grand groupe. Et le deuxième, c'est que très souvent, les grands groupes sont submergés de decks, de produits, de startups, de propositions, de use case, et ils ont du mal à en fait qualifier proprement la maturité de la startup. Et par ça, j'entends sa pérennité, sa capacité à travailler avec le corporate en termes de product readiness. Et donc, c'est tous ces enjeux qui font que il y a un besoin de qualifier la maturité de la startup. Aussi savoir s'il y a des comparables. Est-ce qu'il y a d'autres startups qui font la même chose, mais qui ont peut-être une situation plus pérenne, ou un produit plus mature, ou un produit qui respecte les prérequis nécessaires aux problématiques du corpo. Et donc, les partenariats grands groupes startups étaient biaisés parce qu'elles venaient des startups. Et du coup, le venture clienting, c'est vraiment faire l'inverse. C'est de repartir du corpo, de manière assidue, déceler des problèmes internes qui ne sont pas forcément des problématiques de rupture, qui peuvent être des problématiques plutôt opérationnelles, où il y a des gains de coûts à aller chercher. Et c'est vraiment ça le venture clienting, partir du besoin du corpo, de son problème, et éviter d'être biaisé en essayant de forcer une startup plutôt qu'une autre. Donc, qu'est-ce que le venture clienting? Un peu d'histoire. Ça a été créé en 2015 par Gregor Gimi, qui a créé la boîte en fait 27 Pilots, qui a été rachetée par Deloitte en Allemagne. Gregor, il était investisseur dans le fonds CVC, dans le Corporate Venture Capital, le fonds CVC de BMW. Et en fait, Gregor, il était assez frustré parce qu'il se retrouvait à investir 1 million d'euros dans une startup. Et du coup, pour, je ne sais pas, 500, 400 pitchs qu'il voyait passer, il investissait dans une startup. Et il était frustré de voir un ROI qui allait être récupéré d'ici 7 ans. Parce que l'investissement en venture capital, c'est un investissement en temps long. Et donc, du coup, le retour sur investissement met 5 à 7, des fois plus de temps. Et donc, il était frustré de dire non à trop de startups qui étaient intéressantes et d'attendre 7 ans pour savoir si son pari était le bon.
Et du coup, il se propose de inverser sa réflexion. Et au lieu d'investir dans une startup, il préfère splitter cette enveloppe de 1 million d'euros en 20 enveloppes de 50 000 euros et il se propose d'acheter 20 produits de startup qui seraient intégrables de manière immédiate dans les processus de la boîte et donc qui offreraient un ROI immédiat. Et donc, il a trouvé un peu la réponse à sa frustration. Il pouvait travailler avec plus de startups qu'il n'en investissait et il pouvait avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide. Et donc, du coup, c'est simplement et de manière très large acheter, installer des solutions de startup pour gagner un avantage stratégique. Mais on va voir la différence avec ce que font les corporates en matière d'innovation. Et le point important, c'est rapidement et sans risque de capital, vu qu'il n'y a pas d'investissement. Quelques objectifs. Pourquoi est-ce que des grands groupes font du venture clienting? Pourquoi est-ce qu'ils achètent et ils installent des solutions? Alors, pas acheter au sens acquisition, mais acheter au sens devenir client. Ils installent des solutions de startup pour gagner un avantage stratégique. Bah, c'est pour éventuellement s'éviter des investissements. Récemment, on a appris que Apple allait intégrer OpenAI dans Siri, dans la nouvelle version de l'iPhone. Ça, c'est parce que Apple a vu qu'elle était à la traîne par rapport à Google, à Meta, à OpenAI en termes d'intelligence artificielle. Et pour s'éviter d'investir une centaine de milliards d'euros pour développer une intelligence artificielle à la hauteur de ses compétiteurs, ils ont décidé d'installer OpenAI. Et donc, ça apporte beaucoup plus de rapidité d'utilisation et ça évite des investissements massifs. Il y a un autre exemple qui est le plus souvent pour lequel le venture clienting est le plus souvent utilisé, c'est la réduction des coûts. Chez Renault, par exemple, quand ils font dans le département marketing une campagne publicitaire liée au lancement d'une nouvelle voiture, ça leur coûte à peu près 20 000 euros par photo, vu qu'ils doivent créer toute une organisation, sortir la voiture, demander les autorisations, cacher la voiture au public, faire les photos, les traiter, etc. Tout ça, ça prend des budgets de 200 000 euros pour une dizaine de photos, donc à peu près 20 000 euros par photo. Et en installant Stable Diffusion, qui est un logiciel qui permet de faire du text-to-image, mais qui a une version pro qui peut être bien paramétrable, respecter les enjeux de souveraineté des données des grands groupes, ben, ils ont réussi à réduire le coût d'une photo de campagne marketing de 20 000 euros à 3 000 euros. Et donc, on vous donnera d'autres exemples plus tard, mais la réduction de coûts, c'est 80% des use cases du venture clienting. Il y a un troisième objectif qui peut être tout aussi intéressant. Au lieu d'éviter des investissements, de réduire des coûts, ben on peut éventuellement aussi créer des nouvelles lignes de revenus. Et N26, la banque en ligne, a installé un logiciel qui est créé par Bitpanda, qui est un des plus gros exchanges de crypto-monnaies en Europe, un peu le Coinbase européen. Et ils ont une solution qui permet, en marque blanche, à des banques en ligne de permettre à leurs clients d'acheter et de conserver des crypto-monnaies. Et donc, en intégrant Bitpanda, N26 a pu proposer ce service à ses clients. Et en un mois à peine, elle a généré plus de 19 millions d'euros de nouveaux revenus. Et elle s'est évité toute la complexité réglementaire de l'étude de ce genre de projet, toute la complexité technique pour implémenter ce genre de projet. Et du coup, ça a accéléré la possibilité de créer des nouveaux revenus. Alors, on a vu rapidement ce que c'était que le venture clienting. Rentrons peut-être un peu plus dans le détail et dans la galaxie de la corporate innovation, quelle est la différence entre le venture clienting et d'autres modèles? Alors, je compare le venture clienting ici avec les modèles des accélérateurs des corporates. Je le compare aussi avec le département innovation et je le compare avec le CVC, le Corporate Venture Capital, la branche d'investissement du corporate. Les accélérateurs des corpos prennent des participations, des fois oui, des fois non, mais elles investissent ou elles prennent des participations, des fois oui, des fois non, mais l'objectif de le business model d'un accélérateur, en général, c'est de prendre des participations dans les boîtes. Tous ne le font pas, mais dans l'idée, c'est de prendre des participations. Le venture clienting, ça ne l'est pas. L'innovation, ça ne l'est pas, vu que le département innovation n'a pas vocation
à accélérer ou investir dans des startups. Et il y a le CVC qui, lui, doit investir dans des startups. En termes de maturité de boîte avec laquelle les accélérateurs, le département innovation, le CVC, le venture clienting travaillent, c'est là où c'est très intéressant, c'est que les accélérateurs travaillent plutôt avec des boîtes qui sont très jeunes. Le département du corporate innovation, plutôt avec des boîtes moyennes, grandes. Le département innovation, plutôt avec des boîtes jeunes ou grandes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même un gap au niveau des moyennes entreprises qui sont, on va dire, post-série A, qui sont bien financées, qui ont un product market fit et une clientèle. Et pourquoi? Parce que, en fait, l'ambition, je saute de ligne, pardon, l'ambition de ces différents départements est différente. L'accélération, c'est plutôt de la veille stratégique autour de notre industrie ou des métiers de notre groupe. L'innovation, c'est de la veille stratégique autour de sujets pareils, métiers, industrie, et un petit peu opérationnels, plus actionnables. Mais en général, les divisions innovation surveillent un petit peu les tendances technologiques, essayent de comprendre l'impact que ça peut avoir sur leur métier, font des proof of concept pour justement déterminer cet impact et la profondeur du changement. Et en fait, c'est vraiment très différent du venture clienting, où on n'est pas du tout dans, en réalité, de l'innovation au sens, on surveille des tendances qui sont plutôt récentes. On surveille plutôt des tendances qui sont un peu passées et qui sont en fait plutôt dans une phase de maturité pour que justement l'ambition soit actionnable le plus rapidement possible. Le focus, comme je le soulignais, c'est plutôt des problèmes opérationnels. Je reprends l'exemple de Renault avec Stable Diffusion. C'est un process opérationnel du département marketing qui n'a pas vraiment à voir avec le core business qui est de faire des voitures pour Renault. Mais il y a 80% de réduction de coûts à aller chercher dans ce genre de process. Et donc, c'est là la différence avec l'innovation, c'est que là où les départements d'innovation surveillent des tendances, là, on est plutôt sur des technos matures pour des enjeux plutôt opérationnels. Et en fait, j'insiste sur une dernière ligne, ici, la ligne que j'appelle biais. C'est que, j'en parlais aussi dans mon introduction, c'est que les partenariats grands groupes start-up étaient assez biaisés. Ils sont biaisés parce que si c'est l'accélérateur qui pousse une start-up, bah, comme il a des participations dans la boîte, il est un peu biaisé de pousser cette start-up alors que peut-être qu'il y en a une meilleure qui répond de manière plus adéquate aux besoins du corporate. Pareil pour le CVC. Sachant qu'il a investi dans la boîte, il essaie de la pousser à travailler avec le grand groupe. Et encore une fois, peut-être que le grand groupe n'est pas prêt, peut-être que la boîte ne respecte pas assez bien certains prérequis. Et du coup, en fait, l'accélérateur et le CVC sont biaisés dans la relation qu'ils peuvent créer entre des startups et des grands groupes. Et dans la division innovation, ils sont moins biaisés, mais il y a plutôt un biais inhérent à la fonction, comme son nom l'indique, d'innovation. Bah, du coup, on surveille des tendances qui sont plutôt récentes. Et là, j'ai nommé cette boîte, on le fait déjà, c'est pour insister que oui, à aucun moment je dis que les grands groupes ne se servent pas de produits de start-up ou n'achètent pas de produits de start-up. D'ailleurs, tiré de ce rapport, il y a une data qui montre que 100% des grands groupes achètent des solutions de start-up, oui, mais en fait, 90% des grands groupes achètent moins de 5 solutions par an. Et quand on regarde des comparables, surtout en Allemagne, où 27 Pilots a beaucoup opéré, en fait, des boîtes comme BMW ou Airbus achètent plus de 30 solutions de start-up par an pour économiser jusqu'à 60 millions d'euros par an dans leur processus interne ou à créer des nouvelles lignes de revenus. Je peux reprendre un exemple aussi un peu à l'image de Apple et d'OpenAI. BMW a acheté une technologie qui leur a permis de fournir la possibilité aux voitures de se parquer automatiquement. Et donc, au lieu d'investir des sommes immenses en R&D pour recréer une technologie d'intelligence artificielle qui permet à la voiture de se garer d'elle-même, ils ont acheté une solution qui était déjà existante et qui leur a permis d'éviter des dizaines de millions d'euros d'investissement et une mise sur le marché beaucoup plus rapidement. Donc, je reviens ici, c'est que le gap, c'est que dans les départements innovation,
80% de leur travail est dédié plutôt à ce que je mets ici et seulement 20% dans ce qu'on appelle le venture clienting. Pourtant, il y a clairement énormément de valeur à aller chercher, de réduction de coûts. Et je vais vous donner quelques exemples après. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne business unit de venture clienting? Maintenant qu'on a étudié qu'est-ce que c'était le venture clienting, d'où ça venait, et la différence avec les autres business units qui font de l'innovation ou qui interagissent avec des startups, bah, le premier, c'est qu'il faut une personne dédiée qui fasse exclusivement ça. Et ça, c'est quoi? C'est déterminer et quantifier des problèmes. Parce que, en fait, quand on fait du venture clienting, et c'est aussi dans l'offre qu'on a montée avec Doors et Pirates, on s'attaque principalement à des réductions de coûts. Et donc, on veut quantifier l'argent qu'on perd dans un processus commun ou l'argent qu'on gagnerait si on changeait ce processus. Et donc, c'est très simple. Je peux vous donner un exemple. On a travaillé avec une boîte d'assurance qui s'est rendu compte qu'elle avait une problématique avec le versionning de certains contrats qui fait qu'ils calculaient mal des primes et qui perdaient 2 millions d'euros. Alors évidemment, l'assureur, il a des centaines de milliers de contrats. Donc on a pris sur un échantillon et on a testé, qu'on a après comparé à la base entière et on s'est rendu compte qu'ils perdaient à peu près 2 millions d'euros. Et donc, en faisant la différence entre les primes qu'ils avaient et les primes réelles qu'on avait recalculées, on s'est rendu compte qu'il y avait un delta, et ce delta, c'est la valeur qu'on va aller chercher et essayer d'économiser. Donc, il y a une vraie méthodologie, une méthode pour déterminer et quantifier les problèmes. Ça, c'est vraiment l'expérience de Doors avec la partie conseil, accompagnement des grands groupes et d'avoir interagi avec différentes business units. Mais il y a aussi une capacité de sourcing et de qualification de la startup. J'en parlais tout à l'heure, c'est qualifier la startup si elle a la bonne maturité, si elle respecte certains prérequis, s'il n'y a pas d'autres startups qui sont plus intéressantes qu'elle pour le corporate. Et le sourcing qui est le nerf de la guerre, parce qu'il y a des centaines de milliers de startups qui sont disponibles en France, en Europe. Et la question, c'est comment on qualifie, comment on récupère toutes ces données, comment on a la donnée de où est-ce qu'elles en sont, qu'est-ce qu'elles proposent aujourd'hui, parce qu'une startup, ça pivote pas mal. Et du coup, au sein de Pirates Lab, on a commencé à faire ce travail de créer une base de données, de qualifier différentes startups pour pouvoir après les recouper avec des problèmes. Et ça vient du fait que en tant qu'investisseur, en fait, on voit passer des milliers, peut-être 1000, 1200 decks par an. Et donc, du coup, on a une vision assez panoramique de ce qui se fait sur le marché. Et c'est ce qui nous permet d'aller pouvoir qualifier, comme je disais, la maturité d'une startup. Et enfin, il y a une partie conduite du changement où il faut évidemment aligner toutes les parties prenantes et monitorer, faire le suivi de l'impact qu'a eu le produit. Et donc, je vous le disais, BMW, Airbus, ils achètent 30 solutions de start-up par an, donc ils résoudent une trentaine de problèmes par an. Ça veut dire quasiment 2 problèmes par mois. Il n'y a qu'une personne qui est dédiée, ou des personnes qui sont dédiées à ça, qui peuvent tenir ce rythme. Et donc, je vous le disais, avec Doors, notre offre permet soit d'opérer une Venture Client Unit as a service, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans la peau de cette personne dédiée pour le grand groupe et se mettre en quête de problèmes, se mettre en quête de startups, qualifier ces startups-là et faire le suivi du produit, de la solution qui est installée. Et aussi, on accompagne les corporates à construire, c'est-à-dire à recruter, à former, à apporter du support, à la fois humain, mais aussi technique, vu qu'on a un outil de gestion de projet et une base de données où il y a ce vivier de start-up à partir duquel on peut s'inspirer. Et on aide du coup à construire ces Venture Client Units au sein du grand groupe. Du coup, c'est vraiment un changement culturel. La personne, en termes de mindset, qui fait ça, elle doit vraiment être focus autour de problèmes
au lieu de tendance. Elle doit vraiment être dans une posture d'achat et aligner le procurement, les achats, l'IT pour accélérer l'installation et la relation avec la startup versus l'investissement qui prend des temps encore plus longs. C'est vraiment une réflexion plutôt opérationnelle, interne, à l'image du marketing pour Renault que métier. En fait, votre cœur business va mettre énormément de temps à être disrupté. Donc, c'est plutôt les enjeux opérationnels où il y a de la valeur à aller chercher. Et c'est vraiment très ROI versus de la philanthropie. Et là, j'utilise ce mot un peu provocateur exprès, mais quand on est un accélérateur et qu'on aide des startups, on a quand même cette bienveillance envers la startup. Donc, on lui alloue des ressources. Elle n'a pas grand-chose à payer, donc c'est un peu de la philanthropie. Quand on donne 1 million à une boîte et qu'on attend 7 ans à 10 ans pour avoir un potentiel retour sur investissement, sachant que 9 boîtes sur 10 vont dans le mur, ça pourrait être considéré comme de la philanthropie. Mais là où je veux dire, c'est que à l'inverse d'avoir des ROI moyens ou long terme, on est vraiment plus sur des ROI court terme. Et c'est ça le maître mot, ce qui anime, on va dire, l'offre. Et donc la méthodologie, elle est assez straightforward, même s'il y a évidemment des particularités dans chacune des étapes. Mais l'idée, c'est de dire que notre objectif, c'est de résoudre un problème en moins de 6 mois. Et donc ça passe par bien définir le problème, le quantifier et bien définir les prérequis. Parce que si je reprends l'exemple de l'assureur qu'on a accompagné pour trouver un logiciel de contract management, en fait, on avait le choix entre plusieurs typologies de logiciels de contract management. Mais en réalité, il n'y en avait vraiment qu'un qui respectait ces prérequis exacts, là où la plupart des solutions étaient assez génériques et ne correspondaient pas à son use case. Et évidemment, j'insiste encore, il faut aligner dès le début l'IT, les achats, pour s'assurer que tout se passe bien. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est l'assessment. C'est là où on va en fait sourcer différentes boîtes sur la thématique du problème, filtrer en fonction des prérequis et organiser des entrevues avec les équipes pour juger de la maturité et de la compatibilité entre la solution et le corpo. Et après, on passe dans la phase contractuelle et d'intégration et de suivi de l'impact. Et ça, pour l'instant, on en a fait, on va dire, 3 missions qu'on a réussi à caler en 4 mois. Donc, on pense que c'est largement faisable. Mais pour ça, évidemment, il faut un leadership en interne auprès du grand groupe pour pousser les équipes à accélérer cette digitalisation, cette transformation. Alors, qu'est-ce que ça apporte au corporate? Pour récapituler un petit peu les avantages, ça génère immédiatement un impact mesurable. Ça instaure une culture du changement parce que les process sont souvent assez transversaux, c'est-à-dire que, par exemple, pour l'exemple de Renault, on a parlé avec le marketing, l'IT, les achats, donc les différentes business units qui travaillent autour d'un produit digital pour optimiser des processus. Donc, ça instaure une culture du changement et ça accélère la digitalisation de votre société parce qu'encore une fois, là, je reviens sur le gap qu'il y a entre des problèmes opérationnels et trouver des solutions pour des problèmes opérationnels et surveiller des tendances plus macro, des tendances de rupture qui sont intéressantes, certes, mais qui ont plutôt une échéance assez long-termiste, là où le besoin est aujourd'hui et il faut pouvoir trouver des solutions en moins de 6 mois pour avoir un impact mesurable. Et c'est vraiment ça le maître mot. En termes de business model, alors pour essayer d'apporter le plus de valeur possible avec les gens avec qui on travaille, on a fait 2 offres, une offre sous forme d'abonnement et une offre sous forme d'enveloppe de problèmes. L'abonnement, c'est un peu le produit de base qui comprend la résolution d'un problème
qui a un coût supérieur à 500 000 euros en interne, et donne accès à une expertise à la demande. Alors, c'est quoi l'expertise à la demande? Comme je vous le disais en introduction, beaucoup de grands groupes avec qui on travaille reçoivent une multitude de sollicitations de startups et ont du mal, en fait, à faire le tri entre toutes ces possibilités. Et du coup, l'expertise à la demande, c'est nous demander conseil pour rédiger des rapports d'investissement, des scorings de startups, pour justement justifier du sens du use case, justifier de la maturité de la boîte, et de la priorisation du use case par rapport à un autre. Et vous rejoignez aussi une sorte de communauté de tous les grands groupes avec qui on travaille, on va travailler au fur et à mesure, à qui on distille une newsletter mensuelle, des rapports trimestriels sur des process intéressants qu'on a vus qui sont optimisables chez vous par industrie, et des événements biannuels pour essayer de également se rencontrer et travailler sous forme de workshops, de retours d'expérience, de comparables, de travailler avec des startups pour essayer d'infuser plus de culture entrepreneuriale. Et ensuite, donc ça, c'est un peu le quick win. L'idée, c'est de dire, on commence avec quelque chose qui a un fort impact assez rapidement pour montrer la valeur de l'offre. Et puis après, on peut passer sur un modèle d'enveloppe où en fait, on peut acheter des enveloppes de 5, 20, 50 problèmes avec un prix par problème du coup qui est dégressif. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le tiers B et le tiers C, donc si un grand groupe nous commande la résolution d'une vingtaine de problèmes, en fait, non seulement on va avoir ce rôle as a service de Venture Client Unit, mais on va aussi accompagner, si c'est son intention, le grand groupe à créer une unité en interne, c'est-à-dire à le recruter, à le former, à lui apporter du support et à lui fournir des accès logiciels que je mentionnais, la base de données des startups et l'outil de gestion de projet. Donc voilà, le maître mot, c'est les maîtres mots. C'est vraiment de travailler sur des produits technologiques qui ont vocation à résoudre des problèmes coûteux, plutôt opérationnels, versus l'innovation qui se fait aujourd'hui, qui est plutôt à surveiller les tendances, plutôt à réfléchir à qu'est-ce qui peut être implémenté à moyen, long terme, et l'accès en fait à pas mal de ressources et d'aide et de soutien pour pouvoir scaler le modèle d'acheter des solutions à des startups pour pouvoir créer de la valeur plus rapidement. Donc, c'est vraiment l'ambition de faire ce modèle de manière agressive. Comme je vous le disais, BMW, Airbus résout plus de 30 problèmes par an, là où 90% des boîtes utilisent moins de 5 solutions de startup par an. Donc, il y a clairement un gap et de la valeur à aller chercher. Et voilà, et on a essayé de faire le truc le plus fair, le plus équitable possible, au sens où nous, on s'engage en fait à résoudre un problème d'un coût minimum de 500 000 euros. Sinon, on n'accepte pas d'être payé vu qu'on n'aura pas fait notre job. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ma présentation. J'espère que c'était clair et on peut répondre à quelques questions des auditeurs ou discuter entre nous, Karen, comme tu veux. Je ne sais pas s'il y a du monde. Yes, merci Bilal. Effectivement, c'était très complet. Enfin, le temps qui est éventuellement des questions, je rajouterais que, effectivement, comme tu l'as dit, l'ambition de cette offre, c'est d'être vraiment pragmatique et de remettre aussi le bon sens dans l'innovation, ce qui peut parfois manquer, comme tu l'as dit. Et surtout, voilà, dans une période où, encore plus avec des tensions macroéconomiques, les corporates vont devoir redoubler d'efforts pour continuer d'innover et être au devant de la scène et toujours plus compétitifs. Mais bien sûr, ils vont aller rechercher du ROI immédiat et une visibilité de court terme. Donc, c'est vraiment ça qu'on souhaite apporter. Peut-être, moi, j'ai une question à te poser en attendant que nos auditeurs nous en posent éventuellement. C'est finalement, est-ce que tu as quelques exemples concrets et encore une fois, je réinsiste aussi sur le fait que l'ambition de cette offre, c'est d'adresser l'innovation au sens large. Donc ça concerne toutes les technologies. On l'a vu, hein, tu as donné des exemples sur l'IA, tu as donné des exemples sur la blockchain, les cryptos.
Voilà, est-ce que tu as un ou deux exemples concrets en Ouais, plus? bien Euh, sûr. Alors, c'est un très bon point que tu insistes parce qu'en effet, l'offre est totalement agnostique. Et encore une fois, l'idée, c'est de ne pas être biaisé. Donc, on ne veut pas être biaisé par une techno plus qu'une autre. On ne veut pas être biaisé par le fait d'être investisseur de la startup ou d'avoir un deal avec la startup. On ne veut pas être biaisé. On travaille pour le corpo. On part d'un problème qu'on décèle. Alors, j'ai donné un premier exemple tout à l'heure dans l'assurance, où on a trouvé le bon contrat, le bon logiciel de gestion de contrat pour un assureur, pour lui faire économiser 2 millions d'euros parce qu'il calculait mal ses primes. Il y a un autre exemple en pharmaceutique. On travaille avec un labo pharmaceutique qui s'occupe de faire des tests sur des aliments et sur du food and beverage, sur des aliments et des liquides, des tests de bactéries. Et en fait, leur processus était vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils récupéraient une boîte de pétri, prélevaient un échantillon de l'aliment, le mettaient dans la boîte de pétri et attendaient globalement 2 heures. Et puis après, un humain revenait et disait, ah bah tiens, c'est telle ou telle bactérie ou il n'y a pas de bactérie. Donc c'est un processus de vérification à l'œil nu. Et en fait, on les a accompagnés à installer un logiciel de computer vision qui détecte des bactéries au bout de 20 minutes seulement. Et du coup, quand tu passes de 2 heures à 20 minutes, bah, en fait, tu divises par 5 le temps de détection. Et donc, en fait, soit tu divises par 5 tes coûts, soit tu multiplies par 5 le nombre de tests que tu peux faire. Et donc, voilà, c'est typiquement des problèmes très opérationnels qu'on va chercher et on essaye de déterminer si changer ce process avec une solution de startup, ça fait gagner assez d'argent, si c'est intéressant, si ça vaut le coup de le faire. Donc ça, c'était dans un groupe pharmaceutique. En réalité, ce n'est pas un processus core business. Un groupe pharmaceutique, ça fait des médicaments, en gros, donc ce n'est pas core business. Un peu à l'image de Renault, ce n'est pas core business, c'était le département marketing qui a utilisé une solution pour diviser par quasiment 10 leur coût, leur coût de production d'une campagne publicitaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Alors, on a travaillé avec un industriel où, en fait, dans ses usines, il avait un mauvais coverage de Wi-Fi. Et donc, du coup, tous les techniciens, tous les vérificateurs qui venaient avaient souvent des problèmes parce qu'ils doivent être connectés au Wi-Fi pour valider des trucs, etc. Et donc, du coup, on l'a accompagné à installer une solution de 5G privée. Donc, il y a une réglementation il y a 1 an ou 2 qui a ouvert les réseaux 5G et on peut créer son réseau 5G privé. Et donc, du coup, on n'est plus soumis au Wi-Fi, et un peu comme avec notre téléphone, on a l'Internet partout tant qu'il y a du réseau téléphonique. Et donc, ça lui a permis de résoudre ce problème avec ces techniciens qui étaient assez récurrents, où les mecs venaient, ils devaient repartir parce qu'ils n'avaient pas le bon setup. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Donc, Peut-être l'assurance. en rajouter, si tu veux, dans le luxe et le oil and gas aussi. Ouais, Dans carrément. le... Bah, toi, dis-nous un petit peu ce que tu as vu de ton côté, Karen. Ouais, ouais, bah c'est un peu lié à ce que tu disais, hein. Dans le luxe, on a accompagné un projet qui a permis, sur le volet, pour le coup, marketing, mais aussi e-commerce, de réduire les coûts en fait de targeting des clients en étant capable de mieux les targeter, mieux les connaître et finalement automatiser les campagnes en fait marketing et derrière de générer des nouveaux revenus. Donc là, on est effectivement sur la troisième volet que tu montrais, hein, la partie plutôt nouveaux revenus, de générer des nouveaux revenus qui ne généraient pas auparavant et qui peuvent aujourd'hui dépasser les revenus traditionnels qu'ils ont et d'avoir une meilleure connaissance client avec des paniers moyens bien supérieurs. Là, on est sur un enjeu qui, pour le coup, est pas uniquement opérationnel, même s'il y a toute la partie back que finalement la marque va rencontrer en termes de logistique, de targeting des clients, qui permet vraiment de réduire drastiquement les coûts marketing. Ça, c'est un exemple qui me paraît intéressant. Et dans le oil and gas, un peu lié à ce que tu as expliqué sur l'industrie, là, on est plutôt dans la partie vraiment efficacité opérationnelle à travers finalement la mise en place d'une data management platform qu'on peut emmener ensuite dans du spatial computing et donc un univers immersif, pouvoir permettre aux managers et aux dirigeants de ce grand groupe finalement
de pouvoir monitorer à distance des gestions de crise sur des puits de pétrole ou bien sur d'autres éléments de leur activité, avec en plus une dimension vraiment pour le coup management de crise qui aujourd'hui peut créer finalement beaucoup de dépenses et aussi beaucoup de tensions en interne. Et donc ça permet vraiment de réduire déjà le risque de crise et deuxièmement de permettre aussi à distance aux différents dirigeants et managers de pouvoir opérer et faire de la maintenance prédictive. Donc ça, je pense que c'est aussi deux cas d'usage qui sont intéressants, où on voit d'un côté plutôt le côté opportunité, nouveaux revenus, tout en réduisant finalement les coûts et l'efficacité. Et de l'autre côté, on est vraiment sur l'industrie 4.0, comment on va augmenter en fait l'efficacité opérationnelle en réduisant le risque et en permettant d'avoir une meilleure gestion de crise. Exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de bienfaits à utiliser des solutions de start-up. Et donc, là, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent, aux grands groupes, aux directeurs de business unit, aux VP, C-level, whatever. L'important, c'est de dire, voilà, si vous êtes en quête d'efficience opérationnelle, de réflexion maligne autour de quels produits de startup je peux utiliser pour lancer rapidement des nouvelles offres et tester à moindre coût, sans risque de capital, rapidement des idées. Donc, c'est vraiment ce pourquoi cette offre est faite. Et d'ailleurs, Bilal, je pense, avant de conclure, si jamais il n'y a pas de questions, il y a peut-être une question que tout le monde peut se poser, c'est à qui ça s'adresse en interne, justement, chez les corpos. Je pense que c'est important de souligner, comme tu l'as dit, que c'est pas adressé seulement à une direction, en l'occurrence une direction innovation ou venture, ça s'adresse vraiment à toutes les business units, les différentes directions, que ce soit sur des fonctions transverses ou métiers, pour justement aller identifier des problèmes courants qui peuvent soit concerner les opérations internes ou externes. Et donc ça, c'est aussi, je pense, la principale alternative ou rupture par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir habituellement, c'est que on n'est pas obligé de s'adresser uniquement aux directions innovation ou venture qui aujourd'hui effectivement rassemblent l'ensemble des enjeux que tu as montré sur le tableau. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, instinctivement, euh, on, on- on travaillerait, on travaillerait probablement plutôt avec des directions innovation qui font le lien. Mais le point, c'est de dire que n'importe quel directeur de business unit, opérationnel, interne, métier, euh, whatever, en fait, peut demander de l'aide pour aller creuser où est-ce qu'on peut aller chercher de l'efficience opérationnelle. Peut-être qu'il a des intuitions aussi. D'ailleurs, une fois sur deux, avec nos clients, c'est eux qui ont l'intuition. Et du coup, on creuse et on quantifie le problème et on se met en recherche de solutions en fonction des prérequis du problème. Euh, donc voilà, toute personne, on a donné des exemples avec le département marketing pour Renault. Il y a des exemples avec le département financier d'un assureur. Il y a des exemples avec plutôt le back-office, on va dire, qui fait des tests d'une boîte pharmaceutique. Donc tout ça pour dire, c'est cross-business unit, c'est pas quelque chose qui est propre à l'innovation. L'innovation peut faire le lien parce que ça rentre quand même un petit peu sous leur oupelle. Mais nous, on se positionne comme un support pour pouvoir scaler ce modèle. Comme je disais, résoudre 30 problèmes par an, il faut une équipe dédiée pour pouvoir le faire. Ouais, tout à fait. Du coup, le conseil qu'on a à vous donner, c'est de pas hésiter à nous contacter. Je pense que c'est intéressant d'avoir un premier échange pour aller plus dans le détail de cette offre et commencer déjà à voir les problématiques qu'on pourrait adresser chez vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ceux qui nous suivent en direct ou qui regarderont en replay, n'hésitez pas à nous contacter. Également pour tous ceux qui sont à l'international, rassurez-vous, on peut le faire en anglais. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir avec Bilal de faire un rendez-vous avec vous. En tout cas, Bilal, moi j'étais ravie qu'on fasse ce premier live qui en appelle bien Ouais, sûr plein d'autres. on va Et le faire en anglais. allons pousser les portes de l'innovation le plus loin possible et être pragmatique. Je pense que c'est vraiment la valeur ajoutée de Pirates et Doors. Donc en tout cas, on est prêt à vous accompagner.
Ouais, exactement. On est prêt à être pragmatique, à faire l'armée de cost killers. Yes. Bah, merci beaucoup, Bilal. Pour ceux qui Merci souhaitent encore Karen. poser des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message et puis on se retrouve vite pour revenir sur des cas concrets. À très vite. Bon courage tout le Ciao, monde. Bonne Bilal! journée.